Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège, vous avez l'habitude de décrypter avec nous l'actualité politique, mais plus précisément l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo avec vous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les grandes lignes des attentes de la population sur le gouvernement souminois, mais également et plus précisément l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue encore. C'est un grand honneur pour moi, une grande joie de recevoir une grande dame sur ce plateau de Le Siège. Elle s'appelle Dena Lukonku. Elle est vice-présidente de la Ligue des jeunes et communicatrice du parti Envol, parti cher à Délice Sam. Avec elle, nous revenons sur l'actualité parlementaire, mais également les attentes de la population par rapport à ce gouvernement souminois. Je vous prie de suivre. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tout à l'heure, nous recevons une grande dame. C'est une joie immense pour moi lorsque je reçois une dame sur mon plateau. Elle est femme politique, engagée pleinement et elle est communicatrice, comme je le disais tout à l'heure, du parti Envol. Madame Dena, bienvenue. Merci, c'est un réel plaisir pour moi, bien que c'est la première fois de pouvoir faire une émission avec vous. Et ça a toujours été une grande joie pour moi de venir dans vos installations parce que j'ai l'habitude de passer à l'émission de Monsieur Moses Et à la radio. Et c'est pour moi une première de passer à la télévision et je pense que nous avons passé des moments agréables ensemble. Absolument. Moi, je suis très fière de recevoir des femmes politiques. Alors, la première question, celle avec laquelle nous débutons généralement cette émission, c'est votre regard. Quel est votre regard sur la RDC aujourd'hui? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'elle se porte mal? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles sont les avancées selon votre regard? Aujourd'hui, nous savons que la RDC ne va pas bien. Et je pense même que je suis en train d'écrire une brochure actuellement qui parle de la lamentation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voyons que depuis 1960, notre pays ne s'est pas relevé. Nous voyons que le Congo a tout donné. Le Congo a des richesses, que ce soit du côté de son sous-sol et du côté de son sol. Mais nous voyons que les fils du pays n'arrivent pas à capitaliser cette richesse-là au profit de la population. Et depuis tout ce temps, nous avons cru à des mythes. Depuis Joseph Kasavubu, nous sommes passés par Mobutu et Laurent Désiré Kabila, Kabila le fils. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous voyons que la population continue à ne pas trouver son compte dans les chefs des dirigeants que nous avons votés. Les dirigeants en qui la population a placé leur confiance pour pouvoir s'en sortir. Parce que lorsque ils disent des choses pendant la campagne électorale, il y a des promesses qui se font. Que ce soit en 2018 ou en 2023, nous pouvons même aller un peu plus loin. Depuis que les élections ont commencé dans ce pays, depuis 2006, nous avons vu qu'il y a plusieurs promesses qui avaient été données à la population. Ce genre de promesses dans lequel la population a mis toute espérance, tout espoir. La population jusqu'à aujourd'hui continue à espérer à un changement dans ce pays. Mais nous voyons que jusque-là, les gouvernants Exactement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce qu'il y a quand même des avancées. Mais il n'y a pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, par exemple? Il y a la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Vous savez que ça fait progresser les statistiques, surtout des filles qui n'allaient pas à l'école. Mais est-ce que vous savez que moi-même, je suis pédagogue de formation? Et en tant que pédagogue, je dis que nous ne pouvons pas résumer l'enseignement, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, par quelque chose de simple.
Parce qu'aujourd'hui, c'est simpliste de dire que l'enseignement est en train d'avancer, alors que c'est à pas de tortue. Moi, j'ai toujours dit que c'est toute une génération qui est sacrifiée si cette génération-là n'a pas une bonne instruction. Et ici, on ne parle pas du nombre ou de la quantité de ces élèves qui vont à l'école, mais nous devons ici parler de la qualité de ces enseignements-là. Posons-nous la question de savoir, est-ce que ces enfants qui vont à l'école ont cet enseignement de qualité que l'élève doit avoir? Oui, mais parce que ce sont les mêmes enseignants. Les enseignants n'ont pas changé. Ils vont donner toujours avec la même qualité. Oui, j'y viens, madame. Ce sont ces mêmes enseignants qui donnent ces mêmes enseignements aux enfants. Mais posons-nous la question de savoir, lorsque le ventre a faim, est-ce que les mains vont bien travailler? Est-ce que ces enseignants-là sont bien pris en charge? Nous voyons que ces enseignants-là ont des arriérés de paiement. Et lorsque cet enseignant sort de chez lui, sans avoir quelque chose à mettre sous la dent, sans que ses propres enfants ne puissent avoir quelque chose sur la table, pensez-vous que cet enseignant-là pourra venir en classe et donner un encadrement comme il se doit? Nous avons entendu ces enseignants le dire, parce que nous avons l'habitude de marcher, d'aller d'école en école. Nous avons fait plus de 20 provinces pour voir l'effectivité de cet enseignement gratuit. Nous savons qu'il n'y a rien qui n'est fait du côté qualitatif. Donc, aujourd'hui, les enseignants disent que mon mouké, enseignement mouké. C'est peut-être un problème de remise à niveau des enseignants et non forcément un problème dû à la motivation. Non, je ne pense pas que c'est une question de remise à niveau. Parce que ces mêmes enseignants qui nous ont enseigné, ces mêmes enseignants qui ont enseigné les ministres d'aujourd'hui, qui ont enseigné les mandataires publics d'aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que c'est seulement aujourd'hui que leur intelligence a diminué. Même s'il faudrait faire la remise à niveau de ces enseignants-là, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été entamé dans ce sens-là? C'est de tout cela que nous parlons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas crier sur la gratuité d'enseignement ou tous ces genres de choses, mais nous devons prôner sur la qualité de ces enseignements. Donc pour vous, la RDC, et moi, je me dis que cet enfant qui a commencé l'école maternelle jusqu'à aller à l'école primaire, en 6e primaire, aujourd'hui, les enfants sont en train de passer leurs examens. Posons-nous la question de savoir, est-ce que ces enfants-là sont à la hauteur de ces examens? Est-ce que ces enfants-là connaissent au moins lire et écrire? Est-ce que ces enfants-là ont eu des enseignements de qualité? C'est ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'enseignement. Nous voyons que même le panier de la ménagère n'est pas rempli. Nous voyons aujourd'hui que la population congolaise est dans l'insécurité. Et ce n'est pas seulement à l'est du pays. Nous voyons aujourd'hui le phénomène Kuluna. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a eu ce phénomène de Mobondo, parce que moi j'ai été dans le Bandundu, dans le cadre de la campagne de mon président Denis Sanga. Nous avons vu qu'il y a des villages qui se sont vidés de leurs habitants. Ces gens-là qui faisaient leur champ, ces gens-là qui allaient à la chasse, qui allaient à la cueillette et à la pêche, ne peuvent plus vaquer à leurs occupations parce que tout simplement, ils sont en insécurité. Mais ce n'est pas comme si le gouvernement ne fait rien. On va vraiment clôturer cette page. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Panthère Noire, finalement, pour le banditisme urbain. Oui, mais posons-nous la question, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont capturé 2000 bandits à Kinshasa, qui les ont envoyés au service national. Madame, disons-nous la vérité en face. Qu'aujourd'hui, il n'y a aucune maman qui peut se lever à 3h ou à 4h du matin, comme c'était le cas dans d'autres années précédentes. Ces femmes fortes qui se levaient à 3h, 4h du matin pour aller chercher du pain, pour aller à Pongabi chercher des épices pour venir vendre. Parce que ces femmes-là savent que lorsqu'elle sortira, elle sera happée par les Kuluna. Et ces femmes-là n'ont aucune garantie de pouvoir sortir à ces heures-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit qu'on a arrêté ces 2000 Kuluna, dites-nous, est-ce que la justice est à même d'appréhender ces personnes-là et de les remettre à qui de droit? Parce que nous avons vu effectivement que ces Kuluna sont la plupart du temps arrêtés et relâchés. Parce que nous disons que c'est devenu comme le disent le Quinois, COP entre les policiers et les Kuluna. Et maintenant, il faudrait que ces gouvernants-là puissent rassurer la population, parce que c'est de ça que nous parlons.
la sécurité physique et la sécurité alimentaire. C'est tout cela que le peuple demande. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la sécurité physique, vous allez voir même qu'il y aura des investisseurs qui pourront envoyer leurs gens ou les citoyens d'autres pays pour venir investir dans notre pays. Et s'il y a cette sécurité alimentaire, nous allons voir que la population ne se plaindra plus par rapport à cette famine qui contraint la population. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va revenir vraiment sur le vif de notre sujet aujourd'hui, le gouvernement souminois. Madame Souminois Judith a été elle-même nommée depuis le 1er avril. Et jusqu'aujourd'hui, elle a eu son gouvernement il y a à peine quelques semaines. Et il y a eu la première réunion. Finalement, cette semaine, il y a eu une prise de contact entre la première ministre, bien le premier ministre, madame le premier ou la première, on va s'habituer. Oui, parce que c'est une première en fait, avec son gouvernement. Est-ce qu'on va y aller vraiment étape par étape? Vous donnez combien de pourcentage de chance à ce gouvernement en entier? Mais attendez, on ne peut pas donner des pourcentages comme ça gratuitement alors que le gouvernement... Mais puisqu'on nous parle d'un gouvernement de technocrates, un gouvernement de... il y a des bons profils en fait. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces gens-là sont des technocrates? Parce que si nous disons qu'il faudrait faire preuve d'intelligence et de cohérence, lorsque la première ministre ou le premier ministre... On va prendre la première ministre. Nous allons prendre la première ministre parce que c'est la première depuis 1960, reconnaissons-le. Qui, lorsqu'elle a été nommée, parce que moi, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours défendu, parce que j'ai eu à scruter son CV, j'ai eu à suivre ses interventions même à la télé, et je reconnais que c'est une femme intelligente. Alors, j'ai présenté quand même une peur par rapport à ce qui se passe souvent dans notre société, où la femme a toujours été considérée comme celle qui n'a pas cette aptitude-là de pouvoir diriger. Oui, ce stéréotype. Aujourd'hui, les préjugés et notre société africaine a fait assez que la femme est toujours mise comme un objet de décor. Alors, moi, je m'étais dit que, bon, bien qu'elle elle avait géré cette affaire des 145 territoires qui n'a pas fonctionné, je m'étais dit que peut-être on pouvait lui donner une deuxième chance en tant que première ministre, que ce serait pour elle une occasion de pouvoir démontrer ses prouesses et montrer sa compétence par rapport à ce qui doit être fait. Mais j'ai quand même été déçue lorsque, en tant que première ministre nommée, elle est allée encore fléchir devant Maman Marthe, elle est allée fléchir devant Augustin Kabouya. Elle est du parti. Oublions, s'il vous plaît, parce que lorsqu'on est première ministre, il faudrait déjà, au moment où vous êtes nommé, incarner ce pouvoir. D'accord? Parce que de son parti automatiquement. Lorsque vous devenez première ministre, vous êtes première ministre servante de la population et non pas servante d'un parti politique quelconque. Parce que si vous considérez toujours, étant subalterne, je peux le dire comme ça, d'Augustin Kabouya, vous allez faire tout ce qu'il vous demandera. Alors qu'une première ministre ou un premier ministre est celui qui prend des décisions. Parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui que notre pays doit relever plusieurs défis. Aujourd'hui, notre pays se présente dans un contexte où toutes les lumières sont au rouge. D'accord? Et lorsque l'on a nommé cette femme-là, je pense que M. Félix Tshisekedi s'est dit que c'était une femme forte qui pouvait relever tous les défis. Et elle devait incarner ce rôle-là en tant que première ministre. Il n'y a que cet indice-là d'être parti à l'UDPS qui vous fait douter. Voilà pourquoi, on m'avait posé cette question de savoir ce qu'elle pourra faire par rapport à ses prérogatives. Moi, j'avais dit que déjà, cet acte-là, moi, personnellement, ça m'avait choqué, ça m'avait mis dans une voie de dire qu'elle ne va rien faire, qu'on va lui imposer des noms par rapport à ces gens qui veulent partager le gâteau. Et c'est ce qui s'est fait. Nous avons prôné la réduction de la taille du gouvernement. Et depuis 4 ans, nous prenons la réduction du train de vie de l'État.
Et aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas ce qui s'est fait. Nous avons vu aujourd'hui que c'est réellement ce partage de gâteaux qui continue. Nous avons dit que nous voulons le rajeunissement de la classe politique. Parce que ces gens qui ont été là, dans le gouvernement, nous ne savons pas si ces personnes ont une dette ou la République démocratique du Congo a une dette envers elles. Ces personnes qui doivent toujours figurer parmi les ministres de ce pays, alors que depuis 2006 à aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est fait. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne pouvaient pas accepter de céder la place à ceux qui auraient pu faire du bon travail? Y a-t-il des expertises dans la nouvelle classe politique? Ça encore, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a de l'expérience et de l'expertise dans la nouvelle classe politique? On ne donne pas les affaires de l'État à simplement des jeunes et qui sont inexpérimentés. Oui, mais parlons un peu de l'expertise. Lorsque, excusez-moi, je suis un peu grippée, lorsque vous prenez un ministre de la Défense nationale, parce que, soi-disant, il était seigneur de guerre et qu'on lui donnait ce poste-là pour pouvoir terminer la guerre à Goma. Dites-nous, quel est l'état aujourd'hui de ces déplacés de guerre? Combien de territoires la République démocratique du Congo a reconquis? Aujourd'hui, Bunagana est toujours entre les mains des rebelles, de nos assaillants. Parlons du ministre de l'économie, qui est jusqu'aujourd'hui docteur en économie. Lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'en un mois, il va réguler le taux d'inflation. Mais aujourd'hui, il a laissé le taux du franc congolais à combien, n'est-ce pas, à 28? Et aujourd'hui qu'il quitte le ministère pour aller en tant que président de l'Assemblée nationale, quel bilan il a par rapport à ce qui devait être fait? Tout ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Ces personnes qui disent être expérimentées, ces personnes qu'on dit qu'ils ont des diplômes, parce que moi je l'ai toujours dit, personnellement, que les gens qui tuent ce pays, ce sont des professeurs, ce sont des docteurs, ce sont des personnes intelligentes. Parce qu'au lieu d'exercer leur intelligence au profit du pays, ils cherchent comment voler et avec cette intelligence-là. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas que, il fallait renouveler la classe politique, nous mettre des méritocrates, des personnes intelligentes qui pouvaient changer la donne. Mais là, puisqu'il y a encore un repeat, comme on le dit en anglais, il y a toujours ces mêmes personnes qui reviennent, alors nous disons qu'il y aura toujours cette répétition et il n'y aura pas de changement. Donc, selon vous, la population n'a rien à attendre de ce gouvernement? Vous sentez que c'est du SAM à 2, du SAM à 3, qui, malgré les bonnes expertises qu'il y a là, il n'y aura pas quelque chose, il n'y aura pas un changement? Vous pouvez donner plusieurs nominations. SAM à 1, SAM à 2, Warrior, Panthère, Kangourou, je ne sais quoi. Mais la population ne se retrouvera pas. Pourquoi elle ne se retrouvera pas? Parce que ces personnes-là n'ont pas la volonté politique de pouvoir bouger les choses. Ces personnes-là ne sont là que pour leur ventre. Ces personnes-là ne sont pas là pour le profit de la population. Nous avions bien voulu voir dans les gouvernements des personnes patriotes, des personnes qui ont ce souci-là de la population pour pouvoir bouger les choses. Par exemple, qui? Par exemple, une idée, parce que je peux donner un exemple de la ministre du Genre, puisque vous êtes femme, Madame Léonie Kandolo. Vous avez vu sa bataille, surtout avec l'ancien président. Elle a même été en exil. Elle est aujourd'hui ministre du Genre. Vous pensez qu'elle n'a pas ce souci de la population? Attendons de voir ce qu'elle va faire. Parce que pendant la campagne, on nous a accusé de pouvoir soutenir un candidat de l'étranger. Alors que nous avons vu que depuis l'emplacement du gouvernement, depuis la première ministre qui est belge, à 50%, nous avons vu que la plupart des gens qui sont dans le gouvernement sont des étrangers. Alors vous avez des preuves de mais ce sont des Belges. La plupart ont des nationalités belges. Ce n'est pas quelque chose à spéculer, c'est quelque chose de réel. Et nous avons toujours dit que ce serait une victoire pour nous de voir qu'il y a des acteurs politiques qui sont là pour se battre pour le bien-être de la population. Alors, si ce gouvernement qui sera investi tantôt œuvre pour le bien-être de la population, ça sera une victoire pour nous.
Mais nous restons quand même sceptiques par rapport à ce qui doit être fait parce qu'il y a la plupart des mauvaises graines et nous avons toujours dit que les oranges pourries corrompent aussi les nouvelles oranges. Quelles seraient selon vous les priorités à s'atteler pour ce gouvernement? Les grandes priorités, je sais que vous avez dit tout à l'heure que toutes les lumières sont rouges, mais il y a quand même des priorités pour lesquelles ils peuvent se pencher en priorité. Ouf, vous savez, il y a plusieurs priorités. Parce que même pendant que nous présentions notre campagne de la refondation du Congo, nous avions mis en priorité de priorité la sécurité de notre pays. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, les frontières de notre pays sont des frontières passoires. Aujourd'hui, ils accusent le Rwanda. Mais je me pose la question personnellement de savoir pourquoi est-ce que jusque-là, nous n'avons pas encore fermé nos frontières avec le Rwanda. Parce que nous voyons qu'il y a des gens qui font des trafics tous les jours. Quand vous êtes à l'est du pays, vous voyez du côté de Bukavu, Goma et d'autres pays, enfin des territoires limitrophes avec d'autres pays, il y a des Rwandais qui entrent et des Congolais qui habitent d'autres pays, que ce soit Bujumbura ou le Rwanda, qui viennent travailler en RDC et qui repartent le soir. Et c'est vice-versa. Il y a des Rwandais qui viennent vendre de notre côté et repartent. La première chose à faire, c'était d'abord de fermer nos frontières et voir comment filtrer les entrées et les sorties. Et encore, je vais encore vous choquer pour vous dire que la plupart de ces gens, de ces Rwandais qui entrent, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa. Mais et même pas de laisser passer. Il n'y a pas de laisser passer. Parce que là, il n'y a que la corruption. Vous pouvez donner un 3 000, un 5 000 francs et on vous laisse passer. Et c'est ça. Comment vous allez vous plaindre qu'il y a des infiltrations alors que vous ne savez même pas fermer vos frontières ou savoir contrôler les entrées et les sorties de ces personnes-là? Il faudrait revoir l'administration de notre pays, que ce soit la DENIA, que ce soit l'ANR, qui aujourd'hui est au service de la présidence de la République. Il y a un nouvel administrateur général qui a été nommé à l'ANR. Espérons qu'il va faire le travail qui lui est assigné, parce que nous avons vu que la plupart de ces responsables-là sont à la merci de la présidence de la République. Ils sont là pour museler l'opposition, ils sont là juste pour faire des choses qui ne sont pas cadrées par rapport à leur travail, alors que normalement, ils doivent répertorier les traîtres, ils doivent voir dans nos frontières, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre de la sécurité de ce côté-là. Et nous avons parlé des militaires. Donc pour vous, la priorité, c'est la sécurité. C'est la sécurité, parce que les militaires doivent être formés. Les militaires doivent être ravitaillés en logistique nécessaire. Aujourd'hui, nous devons penser à faire de notre armée une armée dissuasive. Mais est-ce qu'on fait la guerre? Est-ce que nous, on fait la guerre, vous êtes sûr? Mais pourquoi on le ferait? Mais pourquoi on doit subir? C'est ça exactement le problème. Pourquoi est-ce que pendant que nous avons une armée, la FARDC que nous avons toujours soutenue, que j'ai toujours dit qui n'a que pour elle son patriotisme, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, notre armée ne fait que pleurer. Aujourd'hui, que ce soit le porte-parole de l'armée, il s'est converti juste en dénonciateur. Mais ils ne combattent pas, ils ne raflent pas de territoire, ils ne vont pas de l'avant. C'est parce qu'ils n'ont pas des armements qui peuvent dissuader ces pays-là de pouvoir entrer chez nous. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de ration, ils n'ont rien du tout à part leur patriotisme. Et nous avons vu... a accusé les pays étrangers. La RDC se bat seule contre des grandes puissances. Et c'est difficile. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Macron est arrivé, il vous a dit que vous n'arrivez pas à récupérer votre souveraineté. Vous n'avez pas à demander à d'autres pays de faire le travail à votre place. C'est ça exactement le problème. Il y a des millions qui sont détournés tous les jours. Tous les jours, nous voyons qu'il y a des détournements. Il y a eu, soi-disant, 1 milliard de dollars qui avaient été alloués à l'armée. Quelles sont les retombées? Est-ce qu'il y a eu changement de ce côté-là?
Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas question de l'Est ou de l'Ouest ou de l'Union européenne. La question est que nous-mêmes, Congolais, nous puissions prendre conscience de dire que notre pays est convoité. Notre pays a plusieurs richesses. Nous ne parlons pas seulement du sous-sol. Notre sol, que ce soit même sur notre sol, que ce soit même dans nos eaux. Nous avons des rivières, nous avons la mer, nous avons les ruisseaux, les fleuves et tout ça, où il y a des poissons qui sortent. Mais est-ce que nous exploitons seulement ces richesses que Dieu nous a données? Faudrait-il attendre que d'autres personnes viennent faire le travail à notre place? Nous avons vu aujourd'hui qu'au lieu que le président de la République ou le gouvernement, bon, parce que c'est vrai qu'il y a un gouvernement qui vient d'être, même pas installé, qui vient d'être nommé, mais il y a eu un gouvernement qui continue jusqu'aujourd'hui d'expédier des affaires courantes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Il y a eu les Wazalendo. Voilà pourquoi nous disons que nous ne devons pas avoir tort d'avoir raison. Lorsqu'on a mis ces Wazalendo comme des réservistes, on leur a donné des armes. On va tirer la sonnette d'alarme pour dire que ces réservistes que vous avez pris, que vous n'avez pas formés, que vous ne prenez pas en charge, que vous n'entretenez pas, vont finir par prendre ces armes pour se retourner contre vous, contre la population. Et voilà ce que nous avions dit il y a plusieurs mois maintenant est en train de se réaliser, que ces Wazalendo qui ne sont pas entretenus, aujourd'hui, retournent les armes contre la population. Il y a d'autres déplacés des guerres qui avaient été tués et jetés dans des toilettes. Et c'est ça, c'est parce que le gouvernement ne fait pas les choses comme il faut. Et à part la sécurité, comme je l'ai dit tantôt, il y a la sécurité physique, il y a la sécurité alimentaire. Le pouvoir d'achat. C'est ça exactement le problème. Alors que notre pays a plusieurs richesses. Aujourd'hui, le gouvernement se contente de prendre de l'argent et de les détourner. Lorsqu'on fait des forages, moi je pourrais même le dire en lingala, Maïa Maboulou, qui a bouffé autant de millions à la République démocratique du Congo dans l'argent des contribuables. Pourquoi on ne pouvait pas prendre cet argent, le mettre à la régie des eaux pour le profit de la population? Et vous voyez qu'il y a d'innombrables choses comme ça qui se font et nous disons que ces gens-là n'ont pas la volonté de pouvoir aider ce pays. Nous voyons qu'il y a le taux d'inflation aujourd'hui qui est à 28. Et aujourd'hui, nous parlons en économie de le pouvoir de l'offre et de la demande. Lorsque vous produisez, parce que nous voyons que notre économie est introvertie, extraverti plutôt, excusez-moi, alors que nous avons des richesses, alors que nous pouvons faire des industries. Parlons un peu des 16 millions. On est en train de clôturer. Oui, s'il vous plaît. Il y a beaucoup à dire, mais les 16 millions qui sont aujourd'hui alloués pour les frais d'installation du gouvernement, alors que ces mêmes 16 millions ont aidé le Rwanda à pouvoir construire des industries de raffinerie, pour voler nos richesses ici et aller le faire de l'autre côté. Est-ce que vraiment, si ce gouvernement a ce souci de la population, on ne peut pas prendre ces 16 millions, d'autant plus qu'ils sont déjà des millionnaires, parce qu'ils ont déjà travaillé. On pouvait prendre cet argent et le mettre à profit de la population. On espère que M. Moukoko Sambaki, aujourd'hui ministre de l'économie, avec un bon profil, va faire les choses de manière claire. Espérons, mais nous les regardons faire. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot, votre souhait personnel et peut-être une information relative à votre parti et à Dédi Cessar lui-même. Notre parti se porte bien. J'ai entendu dire que mon président Dédi Cessar ne parle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut qu'il dise. On a toujours dit que le silence aussi est une expression. Et nous sommes là à les regarder faire. Tout ce que nous leur demanderons de faire, c'est qu'ils aient cette volonté politique-là de pouvoir sécuriser la population physiquement et sanitairement, et de l'autre côté aussi voir comment mettre la population dans les conditions nécessaires, parce que c'est la population qui est souveraine, c'est la population qui vote et qui leur a donné ce mandat-là de pouvoir les servir. Alors, ils ne sont pas des patrons, mais ils sont serviteurs de la population, parce que l'agence Kassout a dit que la politique est une science de l'exigence. Après ce quinquennat, la population leur demandera
des comptes. Alors ils devront être aptes à pouvoir donner leur bilan par rapport à ce qui devra être fait. Madame Dena Lukunku, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi, exactement. Moi également aussi. C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai été très heureuse, comme je le disais au début, de vous présenter cette émission en mon nom et à celui de toute l'équipe de la RTGA. Nous vous disons merci. Nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Dena Lukunku, qui est vice-présidente de la Ligue des jeunes du parti En Vol. Et vous allez resuivre cette émission en diffusion et en rediffusion sur toutes nos chaînes partenaires. Nous nous retrouvons très bientôt avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion.